Bienvenue sur le podcast de Haïdé.fr pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé Créative et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à la Russie en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe, car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Haïdé ? Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast de Haïdé Radio, Destination Est. Pour cette première saison, nous avons voulu donner la parole à nos rédactrices et rédacteurs, celles et ceux qui font et qui ont fait Haïdé depuis maintenant 5 ans. Je suis très heureux pour ce nouvel épisode d'accueillir Jérôme. Salut Jérôme, comment ça va ? Ça va bien et toi? Tout va bien, merci. Alors aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler Jérôme ? Alors, aujourd'hui, je vais aller siffler là-haut en Voïvodine. En fait, la Voïvodine, c'est le nord de la Serbie. Concrètement, c'est tout ce qui se trouve au nord du Danube et de la Sava, donc les deux principaux fleuves qui coulent en Serbie. Et on va voir surtout ensemble pourquoi c'est une région qui m'intéresse et pourquoi cette région est vraiment particulière, que ce soit par rapport au reste de la Serbie, mais aussi par rapport à tout le reste de l'Europe centrale et des Balkans. Est-ce que tu as un voyage à nous raconter ? Est-ce que tu as une anecdote sur cette région de Serbie ? Alors, une anecdote en soi, non. Le premier voyage, par contre, oui, je m'en souviens bien. À l'époque, j'habitais au Kosovo et donc avec un ami, on a décidé d'aller à Novi Sad, donc c'est la principale ville de Voïvodine. Euh, on va y revenir plus tard. Il y a beaucoup de choses qui s'y passent au niveau de la culture. Ça va bientôt être la capitale européenne de la culture. Il y a le festival Exit qui a lieu chaque année aussi, qui commence à être très célèbre. Et donc, en fait, l'idée, la première fois qu'on y est allé, c'était de voir la comparaison. Donc, quand on est au Kosovo, on est, je dirais, en plein centre des Balkans. Donc, il faut s'imaginer avec les montagnes, avec les minarets des mosquées, etc. Et donc, au final, après une nuit de voyage en bus, on arrive à Novi Sad, qui est typiquement une ville d'Europe centrale, mais avec des Serbes au milieu. Donc en fait, voilà, cette anecdote qui n'en est pas une, c'est surtout pour expliquer ce qui m'intéresse dans la Voïvodine. Et il faut s'imaginer que c'est une région qui est maintenant serbe, il y a une majorité de Serbes, mais qui historiquement a beaucoup plus à voir avec le reste de l'Europe centrale. Donc en fait, c'est une région qui a été pendant très longtemps, jusqu'en 1919, sous contrôle de l'Autriche-Hongrie. Il y a eu très peu de période ottomane. Donc, en fait, on y retrouve une population qui est beaucoup plus cosmopolite que ce qu'on pourrait avoir dans pas mal de coins des Balkans. C'est-à-dire qu'il y a des Serbes, mais il y a aussi des Hongrois, on peut aussi parler des Roumains, il y a des Ukrainiens, des Slovaques, il y a même une communauté monténégrine. Donc, en fait, on se retrouve avec un melting pot et c'est probablement l'un des endroits actuellement dans les Balkans et en Europe centrale qui soit le plus cosmopolite. Donc après, mais surtout, ce qui me fascine par rapport à la Voïvodine, c'est justement qu'on va retrouver une histoire qui est incroyablement diverse et qui a des conséquences concrètes ne serait-ce que sur le visage des villes. Donc on parle de villes qui ressemblent à ce qu'on pourrait trouver jusqu'à Vienne, ce qui n'est pas le cas par exemple dans tout le reste de la Serbie. On va trouver aussi un patrimoine culturel et religieux qui est beaucoup plus varié, c'est-à-dire que typiquement un village de Voïvodine va avoir au moins 2 églises, vu qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait au moins de communautés. Et on va retrouver aussi un paysage qui est tout à fait différent de ce qu'on peut retrouver dans le reste des Balkans. Alors que dans les Balkans, on se retrouve avec énormément de massifs montagneux. La Voïvodine est un endroit qui est totalement plat, donc il y a énormément de plaines, c'est très rural. Mais on va aussi retrouver d'autres particularités, vu qu'on peut par exemple y retrouver des déserts, voire même certains massifs montagneux qui apparaissent de manière un peu incongrue. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une grosse montagne de 400 à 500 mètres au milieu d'un terrain totalement plat, ce qui fait des randonnées très intéressantes. Merci beaucoup pour ce beau récit Jérôme. Du coup, ce qu'on peut dire aussi sur la Voïvodine, c'est que c'est une région autonome de Serbie. Est-ce
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce statut de région autonome? Alors effectivement, en fait, depuis 74, la Voïvodine a un statut autonome. C'est-à-dire que, en fait, une bonne partie des prérogatives de l'État, sont directement gérées par la province. Étant donné que la population est majoritairement serbe, c'est vrai qu'il y a assez peu de on va voir assez peu de différences au premier abord, mais sur pas mal de points, donc je pense notamment, par exemple, à tout ce qui est question d'économie, question de santé. Dans les faits, en fait, il existe une administration qui est différente et qui fonctionne surtout de manière différente. Et donc, tout à l'heure, je parlais des communautés, ça va se retrouver de manière très visible, en fait, par exemple, sur les utilisations des langues. C'est-à-dire qu'il existe il existe une règle qui fait que dès l'instant où il y a au minimum, je crois, 15 ou 20 d'une communauté sur une municipalité, tous les signes doivent être bilingues, avec le serbe et la langue de la communauté. Donc au final, si vous vous baladez d'un village à l'autre, vous allez pouvoir vous retrouver avec, des noms de rues qui sont à la fois en serbe et hongrois. Vous allez dans un autre village, les noms de rues sont à la fois en serbe et en ukrainien. Il y a même certains cas où vous allez vous retrouver avec des signes officiels en plusieurs langues. Et ça va se retrouver aussi sur une autre chose, c'est que tous les bâtiments officiels de la province de Voïvodine vont se retrouver avec les mêmes indications en 4, 5 ou 6 langues. Très bien. Et ce qu'il faut dire, c'est que sur la Serbie, avant 2008, avant l'indépendance du Kosovo, le Kosovo était aussi une province autonome de Serbie. Alors effectivement, bon par contre ça fonctionnait un peu de manière différente depuis 99, vu qu'en fait avant l'indépendance du Kosovo, de facto le Kosovo était contrôlé par les Nations unies, ce qui fait que la Serbie n'avait déjà plus grand chose à dire. La Voïvodine au contraire a toujours été, sous contrôle total de Belgrade. Et donc, ce qui fait que la relation n'est pas du tout la même et ça explique aussi notamment certaines différences qu'on peut avoir aujourd'hui, notamment par rapport au désir d'indépendance, en Voïvodine, qui est quasiment inexistant. C'est-à-dire qu'il existe un parti indépendantiste, la Ligue des séparatistes de Voïvodine, qui fait, bon, j'ai pas vérifié sur les derniers chiffres, mais qui fait moins de 5 des élections à chaque scrutin. Très bien. Quels ont été tes 3 coups de cœur en Voïvodine? Alors, le premier coup de cœur, qui resterait probablement aujourd'hui mon plus gros coup de cœur des Balkans, c'est Novi Sad. Donc là, on est sur une ville typiquement centrale européenne avec des Serbes dedans, je dirais. Ce qui fait un mélange très intéressant, c'est une ville qui est très belle en soi, qui est surtout beaucoup plus calme que Belgrade et qui a surtout une vie qu'on ne retrouve nulle part ailleurs en Voïvodine et je dirais même nulle part ailleurs en Serbie. C'est-à-dire qu'au niveau culturel, il y a énormément de choses qui y sont faites. Même historiquement, une bonne partie de la culture serbe moderne, vient de Novi Sad. Y compris ne serait-ce que sur y compris ne serait-ce que sur la manière dont on parle serbe en Serbie, la langue officielle. Mais il y a aussi beaucoup plus de choses, donc je pense évidemment au Festival Exit, donc l'un des plus gros festivals de musique d'Europe centrale et orientale. Et aussi, ne serait-ce que sur tous les monuments qu'on peut y rencontrer et notamment, je pense notamment à la forteresse de Petrovaradin, qui surplombe le Danube, et qui en elle-même est un symbole, en fait, de la lutte entre l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Donc ça, c'est le premier coup de cœur. Le second, je dirais, toujours au niveau des villes, ça va être Subotica. Donc c'est une ville qui est vraiment à la frontière avec la Hongrie. C'est une ville qui est cette fois-ci beaucoup plus hongroise, vu qu'on est concrètement environ à 50-50 au niveau de la population entre Serbes et Hongrois. Et où là aussi, ça se retrouve dans toute l'ambiance, c'est-à-dire qu'on est sur une architecture qui tient beaucoup plus de l'influence hongroise que de l'influence serbe. On est aussi sur une ambiance qui est différente, vu que la ville est beaucoup plus calme et avec aussi une influence ne serait-ce qu'économique beaucoup plus hongroise. Et donc le dernier point, le dernier coup de cœur, je dirais, cette fois-ci, on va plutôt partir dans la nature et on va parler de la Fruška Gora. Donc c'est l'un des seuls massifs montagneux de la province, qui se trouve au sud de Novi Sad. Et cette fois-ci, en fait, on est sur une nature totalement différente, vu qu'on est entre la colline et la montagne, en fait, et avec surtout une vue à couper le souffle sur tout le reste de la province, vu qu'il s'agit vraiment d'une montagne qui est au milieu de nulle part.
Donc, pour observer la nature, c'est probablement l'endroit le plus intéressant que je connaisse de la province. Est-ce que tu vas souvent à Novi Sad et quand tu vas là-bas, est-ce que tu as une routine particulière ou même, dans la Voïvodine, en général? Alors, est-ce que je vais à Novi Sad régulièrement? Oui. Donc là, en fait, la routine, ça va être généralement d'aller dans le centre. Généralement, vu que j'habite à Belgrade, j'y vais pour un jour, voire pour 2 jours maximum, et donc l'idée, ça va être de se reposer dans le centre-ville, ce qui est paradoxal, vu qu'en fait, c'est une zone qui est très calme. Donc après, sinon, ailleurs en Voïvodine, j'y vais aussi très régulièrement. Faut savoir que depuis Belgrade, en fait, il suffit de traverser un pont et techniquement, on est en Voïvodine, et donc je parcours pas mal une partie de la banlieue qui est de Belgrade, qui est déjà en Voïvodine, et d'ailleurs sur laquelle on peut voir déjà clairement la différence avec la capitale. C'est-à-dire qu'il suffit d'aller à Pančevo, qui est une petite ville industrielle à 20 km à l'est à 20 km à l'est de Belgrade, et on est déjà dans une ambiance totalement différente, qui est, là encore, beaucoup plus calme qu'à Belgrade. Alors, est-ce que tu as des lieux de sortie, des festivals à nous conseiller en Voïvodine? Alors, je vais encore parler d'Exit. C'est vrai, j'en parle beaucoup, mais je dirais qu'Exit, mérite qu'on en parle beaucoup. Donc, c'est l'un des principaux festivals d'Europe centrale, comme je disais tout à l'heure. Au niveau de la musique, ce qui est intéressant, c'est qu'on va vraiment trouver de tout. Concrètement, on a la plupart des stars de pop rock qui vont y venir. Donc là, je parle de stars internationales. Heu, Là, de mémoire, je dirais qu'il y a eu The Cure, il y a eu Stromae qui sont venus. Il y a eu énormément d'autres artistes, mais il va y avoir aussi de tous les styles qui vont être représentés. C'est-à-dire que, l'électro, il y a, disons que Nina Kraviz, par exemple, il vient. Il y a toute une scène électro, qui est représentée, et il y a aussi certaines traditions qui se gardent, vu que certains artistes de la folk locale, donc notamment tout ce qui est tambour et violon, donc typiquement centre-européens, vont être représentés aussi, vu qu'on a par exemple Zonko Bogdan, euh, qui a plus de 70 ans maintenant, qui chaque année fait sa petite apparition. Donc c'est vraiment tout l'intérêt du festival, c'est qu'il représente tous les styles, et c'est qui donne aussi la place d'artistes émergents, voire même débutants, vu qu'on a en fait, si je me souviens bien, entre 10 et 15 scènes qui vont être mises en place sur 5 jours. Donc on va dire que c'est un programme qui laisse la place vraiment à tout le monde. C'est un festival que tu couvres pour Haïdé depuis 2-3 ans. Est-ce que tu as des petites histoires à nous raconter, des petites anecdotes sur ce festival? Alors, des histoires et des anecdotes, il y en a beaucoup. Alors disons que ce qui m'a toujours le plus impressionné en tant que photographe, je dirais que c'est d'aller sur la scène électro d'Exit, vu qu'en fait, c'est le seul endroit où en tant que photographe, on se retrouve à 2 mètres de l'artiste, et face à un mur de participants, de festivaliers. C'est-à-dire que là, donc en fait, on se retrouve à observer une foule de 5 000 personnes. Donc c'est probablement l'expérience la plus mémorable que j'ai eue d'Exit. Sinon, à part ça, disons qu'il y a eu, en soi, je dirais qu'il y a pas mal d'artistes qui m'ont marqué, clairement. Donc en d'artistes locaux, je dirais, notamment le groupe Maïka, qui m'a vraiment impressionné sur leur performance et sur la performance qu'ils font chaque année. Et sinon, de manière générale, ne serait-ce que les cérémonies d'ouverture et de fermeture du festival sont vraiment très impressionnantes. C'est-à-dire que là, on parle au niveau des moyens pyrotechniques, c'est probablement un des plus beaux feux d'artifice qui puisse exister en Serbie et en Europe et dans les Balkans. Et sinon, la cérémonie de fermeture aussi, donc là, on est en fait sur la scène électro à 5 heures du matin un lundi. Donc ce sont les derniers festivaliers qui sont là, et donc il y a la possibilité pour une partie des organisateurs, de la presse, de se retrouver sur scène avec les derniers artistes. Et là, c'est vraiment aussi quelque chose de magnifique à voir, vu qu'on se retrouve
vu qu'on se retrouve, à l'aube avec, je dirais, le dernier carré du festival. On va complètement changer de sujet. Comment est-ce que tu arrives à rencontrer des locaux sur place? Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué? Alors de mon côté, beh, vu que je suis photographe, c'est vrai que là, je suis un petit peu biaisé vu que, n'importe où dès l'instant que je sors un petit peu des grosses villes, les gens vont se demander ce que je fais avec mon appareil photo. Et donc, je dirais au final que c'est, peut-être même si on n'est pas photographe, ne serait-ce que de sortir des villes principales, ça va déjà vous faire rencontrer beaucoup de monde vu que si vous vous présentez dans un petit village, les gens vont clairement se demander, «Qu'est-ce que ce mec fout là?» Et ils vont commencer à vous poser des questions. Donc dans 99 des cas, ça va être une rencontre amicale, voire même très amicale, et c'est la méthode idéale pour se faire des amis et pour consommer de l'eau de vie locale, la rakia, je dirais. Et quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite, voyager en Voïvodine? Déjà, c'est de le faire, et aussi de pas hésiter à aller au-delà de Novi Sad. Donc en fait, concrètement, c'est très simple, c'est-à-dire que, il suffit d'atterrir à Belgrade. Il y a des bus très réguliers avec Novi Sad. Il y aura bientôt même, une liaison en train qui sera beaucoup plus rapide. Donc c'est tout simplement de le faire et de pas hésiter à sortir de Belgrade, donc à sortir de Novi Sad, donc prendre des bus. Il y a un très bon réseau de bus pour aller sur les principales villes autour. Donc je pense notamment à Subotica évidemment, mais par exemple aussi à Zrenjanin ou à Sombor qui ont chacune une histoire très particulière. Et ne pas hésiter non plus à visiter la nature. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, la Voïvodine a parfois mauvaise réputation parce que ce sont des plaines, mais si on commence à visiter les bords du Danube, par exemple, on va trouver des merveilles, ne serait-ce qu'au niveau, par exemple, de la faune. Si on va un peu plus loin, on peut trouver aussi des zones désertiques. Là, on est sur de véritables, en fait, sur des superficies énormes de sable. Et là aussi, on va trouver une nature qui est spécifique. Donc, donc je dirais que la principale chose à faire, c'est surtout voir au-delà des principales lignes pour justement découvrir beaucoup plus que ce qu'on pourrait simplement voir de la capitale de la Serbie et de Novi Sad. Tu nous disais un peu plus tôt donc que tu avais vécu, au Kosovo. Mhm. Là, en ce moment, tu vis à Belgrade. Est-ce que tu as vécu aussi dans d'autres villes en Europe centrale et en Europe de l'Est? Alors oui, j'ai vécu en Grèce, à Thessalonique, et j'ai passé 2 ans en République tchèque entre, Prague et Brno. Et quelle était ta meilleure expérience? Si on peut en qualifier une de meilleure? Ça va être difficile à dire. Disons que, je dirais Thessalonique, mais j'étais pas forcément au meilleur moment vu que j'étais entre 2011 et 2012, au moment où le pays était totalement ruiné économiquement. Donc, c'est vrai qu'avoir la banque qui est en face de soi qui prend feu 2 fois, c'est pas forcément le meilleur climat social. Mais sinon, au niveau de beaucoup de choses, je dirais que Thessalonique est très intéressante. C'est une ville qui est beaucoup moins touristique que les îles grecques ou même qu'Athènes, et qui historiquement a beaucoup à offrir aussi, vu qu'on parle d'une ville, ça a beau être une ville grecque, c'est la ville où Atatürk est né, par exemple. Et donc tu voyages, énormément dans ces pays-là. Est-ce qu'il y a des destinations qui t'ont marqué? Alors, la première destination qui m'a marqué, je dirais, c'est Sarajevo. Si on est intéressé par les Balkans, c'est clairement la ville qui résume le plus toute l'histoire des Balkans et l'ambiance des Balkans. Après, sinon, qu'est-ce qui a pu me marquer d'autre? Mon gros coup de cœur le plus récent, enfin maintenant il a 2 ou 3 ans, je dirais que c'est la Roumanie, notamment toute la partie du nord de Transylvanie qui est absolument magnifique, au niveau de la nature, et aussi au niveau des villes. Ouais, on en avait parlé dans un podcast précédent avec Ninog, qui nous avait fait un portrait idyllique de la Transylvanie et ça donnait vraiment envie de partir là-bas, ouais. Je suis tout à fait d'accord. Là-dessus, c'est vrai que la Roumanie, je l'ai découverte assez tardivement. J'ai découvert par Timișoara qui était déjà pas mal,
Et quand j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu plus profondément, j'ai trouvé énormément de choses. Est-ce que tu as des projets de voyage à l'avenir? Alors des projets, j'en ai. J'aimerais bien qu'ils se concrétisent une fois que la crise sera finie. Mais voilà, donc ce qui commence à m'intéresser maintenant, ça va être d'aller beaucoup plus loin à l'est et donc de m'intéresser beaucoup plus à l'URSS. C'est-à-dire que j'ai déjà fait pas mal je me suis déjà rendu pas mal, dans les pays baltes, en Ukraine et en Moldavie et donc maintenant ce qui m'intéresse, ce serait, de rentrer dans le vif du sujet et d'aller faire un tour en Russie. Donc c'est dommage, la crise est arrivée au pire moment, vu qu'en fait la Russie prévoyait de libéraliser un peu ses visas et de rendre l'obtention de visa russe beaucoup plus facile. J'espère que ça finira par arriver vu que, d'après tout ce que j'ai pu voir, il y a là on rentre dans une dans une autre région et je pense que ma vie ne serait pas suffisante pour tout découvrir. C'est pour découvrir un peu de l'urbex là-bas ou qu'est-ce qui t'attire en Russie? Beh, un peu d'urbex, pas Tchernobyl, même si Ouais. j'aurais eu la possibilité d'y aller, pas Tchernobyl. Mais donc concrètement, c'est surtout l'immensité du pays. Donc plus que Moscou, en fait, mon trip, ce serait plutôt de prendre le transsibérien et de m'arrêter un peu au niveau de nulle part. Comment tu prépares justement tes voyages? La plupart du temps, je ne les prépare pas. Donc c'est plutôt simple. En fait, ce qui se passe, c'est que voilà, j'ai certaines régions, qui m'intéressent, donc ça reste, parfois c'est des idées assez vagues, donc par exemple la Russie ou d'autres ou même ne serait-ce qu'aller en Biélorussie, là aussi ça m'intéresserait. Et donc concrètement, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout essayer de trouver un moyen pas cher pour y aller et à partir du moment où je trouve le moyen pas cher pour y aller, je vais me rendre sur place et je vais tout planifier vraiment au dernier moment en fonction de ce que je vais voir. Donc ce qui me permet aussi, disons que si je vois qu'une ville s'avère beaucoup plus intéressante qu'elle semblait l'être aux premiers abords, ça va me permettre de rester plus longtemps et de découvrir beaucoup plus en fonction de ce que je vais voir concrètement. Et donc qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton sac à dos? En tant que photographe, généralement, ça va être 80 de la place, ça va être du matériel photo et sinon, en clair, pas grand-chose, disons, les vêtements pour pouvoir vivre pendant mon déplacement et sinon un ordinateur. Donc au final, pas grand-chose et surtout, en tant que photographe, l'idée c'est quand je suis sur place, c'est de ne rien manquer au niveau du matériel photographique, quitte à ce que je manque de chemise. Est-ce que donc justement tu es photographe, est-ce que tu documentes tes voyages? Est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, est-ce qu'on peut me retrouver sur les réseaux sociaux? Un petit peu, après sinon on peut me retrouver évidemment sur ID. Sinon, si on tape Balkanscat, normalement on peut retrouver toutes mes photos un peu partout. J'ai 2 ou 3 trucs sur Instagram et sinon, il y a énormément de choses qui sont en vente sur les banques d'images, même si là c'est un petit peu différent de ce à quoi on peut s'attendre pour du tourisme. Donc justement tu parlais de Haïdé. Si je te dis le mot Haïdé, toi ça te fait penser à quoi? Ça me fait penser à Allons-y. En fait, c'est vrai que maintenant là, c'est un petit peu la triche pour moi vu que je parle serbe donc Haïdé pour moi c'est juste un mot de vocabulaire, courant. Mais après ce qui est intéressant aussi, c'est que ce mot me rappelle beaucoup d'autres choses vu que c'est un mot un petit peu passe-partout qu'on va retrouver dans une bonne partie de la région. Donc voilà, ce mot me rappelle des chansons en serbe, mais aussi de ce que j'ai pu entendre dans la rue en Roumanie ou même des chansons turques. Et donc tu fais partie des passionnés de l'Europe de l'Est. Comment elle t'est venue cette passion? Je dirais que c'est un petit peu comme une drogue, c'est-à-dire que ça commence avec un premier voyage en Croatie quand j'étais ado. Puis après, j'en ai fait un deuxième quand j'ai fini le lycée. Puis après, j'ai commencé par faire un premier stage, puis après j'ai fait un master spécialisé et au final, je me suis retrouvé totalement accro.
Toi, pour le coup, tu es un vrai passionné parce que tu vis vraiment sur place. Toutes tes expériences professionnelles, elles sont dans ces pays-là aussi. Exactement. Ma première année que j'ai passée dans les Balkans, c'était pour un stage d'un an en 2009. Je suis revenu un an, puis après, pour finir mes études, je suis retourné en Europe centrale et orientale. Donc, cette année, ça fait exactement 10 ans que j'ai quitté définitivement la France pour la région. Est-ce que c'est compliqué de s'installer dans la région, de trouver du travail, de faire les papiers administratifs et tout ça? Tout dépend. En fait, là, c'est très intéressant de voir, concrètement ce que c'est que l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en fonction des pays, notamment trouver un emploi en Europe centrale et je pense notamment à la République tchèque, c'était très simple. Clairement pas un emploi qualifié, mais c'était très simple. Après par contre, lorsqu'on va un petit peu plus au sud dans les Balkans, notamment dans les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, on fait face à d'autres problèmes très concrets. Donc notamment, je pense au fait que le marché du travail local est un petit peu déprimant. C'est au moins 12 à 15 de chômage. Les salaires sont aussi très problématiques, c'est-à-dire il est très difficile en Serbie de vivre avec un salaire moyen. Donc si vous êtes étranger, ça va être encore plus dur. Et après, il y a aussi toute la question administrative. En clair, les papiers et le permis de résidence, théoriquement, c'est pas compliqué, mais il va falloir se faire à la bureaucratie locale qui est cauchemardesque. Pire que l'administration française. Généralement, vu que je suis auto-entrepreneur, j'explique que mes impôts, en fait, mon avis d'imposition chaque année, c'est 5 pages et chaque mois, c'est 4 à 5 paiements différents avec des sommes différentes et si je fais une erreur, ne serait-ce qu'en la faveur des impôts, ça va être très difficile ensuite de revenir dessus. Donc ça fait quelques années que tu es rédacteur pour AID. Mmh. Est-ce qu'il y a un article, dont tu es particulièrement fier? Alors un article dont je suis particulièrement fier, oui. Je dirais, l'un des premiers articles que j'ai fait qui était sur la crise des réfugiés. Ça, c'est quelque chose que tu as beaucoup suivi justement? Alors c'est quelque chose que j'ai beaucoup suivi, que je suis toujours. En ayant un intérêt pour les Balkans, de toute façon, les frontières m'ont toujours beaucoup intéressé. Et la crise des réfugiés, en fait, n'est venue bon, je vais peut-être pas aller trop loin dans les détails, mais je dirais que concrètement, la crise des réfugiés dans les Balkans, ça a été c'est surtout un problème qui s'est superposé au problème des frontières dans la région. On arrive sur la fin de ce podcast. Est-ce que tu as une recommandation à nous faire? Disons que si on parle d'un lieu à visiter, je dirais Subotica. Mmh. C'est probablement la ville la moins cotée de Voïvodine et sinon, je dirais sur place, après c'est vrai que la scène de toute façon la scène YouTube est assez peu développée. Heu, on a une petite culture internet sur les mèmes qui commence à se développer, mais dans ce cas-là, il va falloir parler serbe. Donc si quelqu'un parle serbe, je recommande d'aller voir un groupe, Instagram qui s'appelle RPN HMA. Mais si vous parlez pas serbe, ça va être une catastrophe. Très bien. Merci beaucoup Jérôme pour ce moment. Merci à toi À bientôt. et à très bientôt. Pour conclure, je souhaite dire un grand merci au groupe slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci encore à notre invité pour cette belle histoire. Merci à vous toutes et tous de nous écouter. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux, AID Radio et AID.fr. On attend vos likes et partages. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!